Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour parler de notre troisième sujet. Nous abordons le sujet sur la Syrie, chute de Bachar al-Assad. Après 13 ans de guerre, le président syrien n'est plus donc en Syrie. Bachar al-Assad a dû fuir la capitale Damas pour se réfugier sous l'assaut des rebelles du HTC. Ils ont annoncé ce dimanche avoir pris contrôle de Damas, la capitale syrienne, après 13 ans de guerre, plus de 13 ans d'ailleurs. On sait que cette affaire a commencé avec le printemps arabe. Les rebelles du HTC, ce groupe islamique radical, a lancé une offensive il y a de cela une dizaine de jours, et c'est cette offensive qui finalement, peut-être avec les circonstances qui ont changé depuis un bon moment, ont poussé à la chute du régime de Bachar al-Assad. Malgré ces années de résistance, Bachar al-Assad ne tient pas devant ces rebelles qui ont pris donc le contrôle du pouvoir à Damas. Je commence par vous, Sana. Oui, en réalité, je pense que est-ce qu'on peut dire la fin d'un combat ou bien d'une guerre qui a duré 13 ans. Dans 13 ans, je pense qu'au début, Bachar al-Assad ou bien ce qui s'est passé en Syrie, ça a fait beaucoup de publicité à la Russie, d'autant plus que... Puisque la Syrie avait le soutien de la Russie. Voilà, le soutien, et c'est grâce à ce soutien vraiment que le pouvoir de Bachar al-Assad n'a pas chaviré. Au contraire, il s'est devenu un modèle de résilience dans la lutte contre les Occidentaux, puisqu'il y avait une alliance occidentale pour, n'est-ce pas, le chasser du pouvoir. Et je pense que c'est fort de cette victoire-là que le soutien de la Russie a été fortement sollicité en Afrique, par ces pays au Sahel, tout ça. Donc aujourd'hui, avec la chute de Bachar al-Assad, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce mythe de la puissance de l'armée russe qui part un peu en décrescendo. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est perçu comme de la lâcheté ou bien de la traîtrise de la part des Russes. Mais il faut comprendre la situation dans laquelle se trouve la Syrie ou bien les alliés de la Syrie actuellement. Vous savez, depuis les événements, je pense, en octobre de l'année passée en Israël, avec ces attaques du Hamas, mais Israël est parti en guerre, une guerre très farouche contre le Hamas. Ensuite, il y a eu ces bombardements au Liban où le Hezbollah est vraiment fragilisé, sinon décapité quasiment. Et donc aujourd'hui, le Hezbollah n'arrive plus à apporter le soutien militaire à la Syrie. Comment on appelle, la Russie elle-même a des problèmes en Ukraine, où Donald Trump qui tweete qu'entre plus de 600 000 hommes morts ou bien blessés en Ukraine. Donc la Russie a besoin vraiment de soutien militaire en Ukraine. Donc dans ce contexte-là, elle n'arrive plus à gérer tous les fronts sur lesquels la Russie intervient. Et donc naturellement, la Russie, les soutiens de la Russie, plutôt de la Syrie, se sont affaiblis. Et voilà, ça ouvre la voie. Il y a également l'Iran qui finalement... Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'Iran aussi qui n'arrive pas vraiment à apporter son soutien militaire comme ce fut le cas dans les 13 ans, bien 10 ans plus tôt. Donc tout ça là explique la montée en puissance, n'est-ce pas, de ce groupe qui vient de prendre le pouvoir en Russie. Et je crois, d'ailleurs, c'est une offensive éclair qui n'a pas duré 2 semaines. Donc ça veut dire qu'ils ont exploité vraiment les failles existantes. Et donc c'est ce qui explique là où on en est aujourd'hui. Le groupe islamique radical Hayat Tahrir al-Sham, HTC, c'est le nom qu'on connaît, HTC ou HTS, ça dépend. Ils ont pris le contrôle du pouvoir de Damas. Bachar al-Assad, après avoir résisté pendant autant d'années, et au plus fort de cette crise, dans les années 2013, dans les années 2016, finalement, en 2024, il n'aura fallu qu'une dizaine de jours pour le faire tomber. Les rebelles l'ont promis, ils l'ont fait, ils ont pris le pouvoir de Damas. Bachar al-Assad a dû fuir pour trouver refuge en Russie, Gabin. Oui,
ils l'ont fait au moment où on s'y attendait le moins. On a été surpris par cette nouvelle-là. Bon, moi, quand j'ai lu les choses sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, ça doit être forcément une fake news parce qu'à chaque moment, on a annoncé Bachar al-Assad tombé, mais ensuite, il se renaît toujours de ses cendres, mais cette fois-ci, c'est la triste réalité, c'est la vérité. Et ça fait pratiquement 13 ans qu'il lutte face à cette rébellion-là. C'est pratiquement le dernier terrain, le dernier régime a supporté quand même le printemps arabe. Aujourd'hui, il est destitué par ces forces-là. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Son père Hafez, qui a fait pratiquement 30 ans à la tête du pouvoir, il est décédé en juin 2000. Bachar, lui, il est venu au pouvoir en juillet. Ensuite, il y a beaucoup de maltraitance, mais bon, ça s'est calmé par la suite. Mais il faut remarquer que, après le printemps arabe jusqu'en 2019, la Russie a terriblement supporté quand même ce régime de Bachar al-Assad. Là, il en doit quand même beaucoup à la Russie. Mais avec le début de la guerre russo-ukrainienne, bon, la Russie a dû reconsidérer quand même ses bases militaires. Ils ont mobilisé assez de chars, d'éléments de guerre, de matériaux de guerre. Ils ont déplacé ces matériaux-là vers le champ de bataille ukrainien, ce qui fait que leur position au niveau de la Syrie est un peu affaiblie. Ensuite, Sana vient de le dire, le Hezbollah et l'Iran, qui constituaient quand même des alliés forts et directs de la Syrie, aujourd'hui se retrouvent dans une guerre face à l'Israël, ce qui fait que eux aussi n'ont plus véritablement la possibilité d'aider militairement Bachar al-Assad. Et ensuite, la question des finances. Un régime qui est en guerre n'arrive plus véritablement à rentrer en possession de certains fonds. Les avoirs ont été gelés et tout est assez compliqué. Donc, c'était les voisins, les pays amis et frères qui les aidaient par moment à supporter quand même les frais par rapport au paiement des militaires. Autres, là, aujourd'hui, ce n'est plus véritablement possible. Donc, les militaires aussi, ils ne veulent plus mourir pour quelque chose comme ça. On a senti qu'il n'y avait plus cet engagement. Il n'y avait plus véritablement d'engagement. De la crise. Oui, il n'y avait plus véritablement d'engagement. À chaque moment, les garnisons sont prises, les militaires rendent l'arme, eux-mêmes, ils viennent, ils déposent l'arme et tout. Donc, c'est comme si ils ont décidé de ne plus combattre pour le régime en place. Donc, c'était destiné à finir, sauf qu'on ne pensait pas que ce serait en ce moment. Heureusement que lui-même, il s'est enfui avec sa famille et il est à l'abri quand même de tout ça. Bon, peut-être que la CPI va encore lancer son mandat d'arrêt international contre lui aussi. Bon, on ne sait jamais. Mais après, plus de 50 ans de gestion avec son père, il faut s'y attendre que, qu'à un moment donné, les populations vont se révolter. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que ce sont des extrémistes musulmans qui ont quand même pris le pouvoir. Il faut faire très attention. On a vu en Afghanistan comment les violations répétitives des droits de l'homme, comment ces gens-là se comportent. J'ai bien peur que ces messieurs-là nous plongent la Syrie dans une obscurité totale. On l'a déjà vu, on connaît leur comment ils appellent leur loi, la charia et autres. On l'a déjà vu dans plusieurs pays. Quand ils prennent possession de ces pays-là et ils imposent la charia, il va falloir faire très attention. Mais si la situation est arrivée jusque-là, c'est que les gens ne voulaient pas que la Syrie de Bachar al-Assad retrouve pleine vie. Après le printemps arabe, ça leur a fait tellement mal que la Syrie au moins ait pu résister. Donc ils ont tout fait pour pouvoir affaiblir le régime, ils ont tout fait pour pouvoir garder le pays en état de déstabilisation, qu'il n'y ait pas véritablement d'accalmie, qu'il n'y ait pas de paix, et ils ont renforcé ces gens-là en armes au moment où Bachar al-Assad et ses éléments se sont affaiblis côté armement, logistique et tout. Eux, ils se sont renforcés, ce qui fait que ces gens-là aujourd'hui qui disposent des avions de chasse, des chars qui marchent sur des kilomètres, des obus et tout, des rebelles qui disposent des obus, il faut se poser des questions. Ces gens-là ne fabriquent pas des armes, ils ne fabriquent pas des obus, ils ne fabriquent pas des chars, mais ils en ont quand même eu. Il faut se dire que ce sont des gens qui ont été soutenus par
des forces obscures pour déstabiliser le régime de Bachar al-Assad. À quelle fin, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas trop, mais on attend de le voir à l'œuvre. Ces rebelles menés par ce groupe islamiste HTC a pris le contrôle de la capitale syrienne. Bachar al-Assad a dû fuir avec sa famille et trouver refuge à Moscou. Adam. Oui, et bien évidemment, personne ne s'y attendait. Même c'est vrai que ça a fait l'objet, le départ d'Al-Assad a fait l'objet de pratiquement des coalitions qui ne sont pas exprimées. Et surtout lorsque vous prenez la plupart des pays européens, aujourd'hui, ils sont plus que contents. Mais ce qui est oublié, c'est vrai que lorsque vous le prenez, c'est vrai, Diaro le disait tantôt parlant du fait que les soldats n'étaient pas aussi galvanisés ces derniers temps, ce qui a permis en tout cas l'avancée rapide du ACT, qui en 12 jours seulement ont pris sans résistance donc les grandes villes pratiquement, et tout de suite, et étant donné que les pesanteurs de soutien d'Al-Assad n'étaient plus au point, il a compris que la situation pratiquement n'était plus tenable. Mais vous savez, lorsque vous prenez sur un front, je pense que les armes ne font pas tout. Les armes ne font pas tout. Je pense que pour cette fois-ci, beaucoup l'ont compris qu'en réalité, lorsque vous perdez pratiquement le soutien d'un pan important de votre population, je veux dire par là la population, puisque lui n'en avait pas, en tout cas, ce degré de considération. Il n'avait que ses armées autour de lui qu'il comptait véritablement résister autant que possible s'ils étaient donc galvanisés. Malheureusement, il a compris qu'au-delà de tout, ce soutien moral, à un moment donné, ça s'effrite. Et c'est ce qui lui est arrivé. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le fait que ce pouvoir est laissé dans les mains des extrémistes, ce qu'on l'en voudrait véritablement, puisque lorsque vous prenez le monde entier, c'est véritablement l'apologie des droits de l'homme qui doit régenter pratiquement partout. Mais on constate qu'avec leur venue, il faudrait donc s'en inquiéter. Et justement, je pense que c'est sur cet aspect-là qu'on n'a pas voulu également laisser les munitions, les armes aussi sophistiquées qu'il y avait dans les mains de ceux-là, des rebelles, voilà. Et donc vous avez vu, je pense que Israël qui a également lancé des missiles pour détruire en réalité donc ces armes-là, et chimiques également, mais des armes lourdes, pour faire en sorte qu'on ait des gens qui sont là, mais qu'on puisse véritablement également affaiblir par d'autres moyens, si tel qu'ils venaient donc à brandir cet extrémisme-là. On l'a dit, Diaro l'a dit tantôt, lorsqu'on voit en Afghanistan aujourd'hui, pratiquement tout ce qui était installé en matière de droits de l'homme, tout est balayé par le revers de la main, et justement c'est l'extrémisme violent. Donc on va arriver à un dépassement et à instaurer autre chose. Donc c'est comme si c'est le serpent de mer qui mord encore sa queue. Ça voudrait dire quelque part que sur d'autres aspects, quelques mois après la constitution de la Syrie, on va arriver encore à pouvoir donc à entamer une autre lutte, la lutte pour les questions de droits de l'homme. Et donc, malheureusement, le moindre qu'on voulait, c'est justement le fait que Assad lui-même n'entendait pas raison pour qu'on puisse diplomatiquement résoudre ce problème. Malheureusement, c'est la force qui lui a tapé dessus. Et mais aujourd'hui, ces soutiens qu'il avait, c'est vrai, lorsqu'on dit qu'il avait donc été lâché, beaucoup estimaient que voilà, la Russie, qui était son allié principal, était sur beaucoup de fronts et n'avait plus les moyens nécessaires pour venir en aide à Assad. Et voilà, ça a donné ce que ça devait donner. Mais ce qui inquiète véritablement, c'est justement cette question de droits de l'homme qui voudrait véritablement donc voir avec beaucoup de conséquences. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons remarquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.